beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, porté par la microéconomie, le DAX est attendu en hausse. Il a probablement ouvert en hausse d'ailleurs, puisque oui, effectivement, il est à plus 0,05%, 16 929 points, une hausse toute timide, mais une hausse quand même, portée par la microéconomie. On l'a vu, le CAC 40 frôle, c'est plus le CAC 40, pardon, le DAX frôle ses plus hauts historiques. Du coup, par la force des choses, il devrait continuer à évoluer sur la limite haute de son canal. Oui, ça c'est probable. Alors, on n'ouvre pas vraiment en hausse là par rapport à la clôture. Alors, le cours du cash, en effet, par rapport au cash, ça va, mais par rapport au futur, on est légèrement en train de baisser pour le moment. Mais bon, c'est à la marge. Mais c'est important parce qu'en fait, en effet, le DAX évolue dans le haut de la zone dans laquelle il évoluait depuis la mi-décembre. Et il latéralise dans le haut de la zone depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc, la poursuite de la latéralisation un cran plus haut, qui était un scénario que je vous avais évoqué, est réalisée et se poursuit. Se poursuit parce que, en fait, mardi, on a essayé de sortir par le haut, des deux zones du coup, sans succès. Hier, on se repliait et ce matin, on n'a pas encore vraiment rebondi. Donc, pour l'instant, en tout cas, la probabilité d'aller chercher le bas de cette zone de 200 points, c'est 16 900, 17 100. Donc, c'est une toute petite zone de 200 points par rapport à cette large zone qu'on a depuis la mi-décembre. La probabilité d'aller chercher l'appui est assez forte. Donc, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas du tout d'éléments qui puissent permettre d'envisager une reprise du directionnel, ni de nouvelles à attendre. Alors, peut-être effectivement une évolution du conflit israélo-palestinien, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le plan des résultats, sur le plan des annonces de banque centrale, c'est le vide, c'est le désert, on n'a rien à attendre. Donc, l'idée que le marché n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir évoluer à la hausse ou à la baisse en reprenant un directionnel, puisqu'il n'y a plus de directionnel depuis la mi-décembre, on a du directionnel sur quelques jours à l'intérieur de la zone, mais voilà, par rapport à la hausse qu'on a eue sur les 2 derniers mois de l'année dernière, il n'y a plus rien. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas, et ça ne bouge pas parce qu'en fait, personne n'est obligé de bouger. Personne n'est obligé d'agir sous la contrainte en ce moment, et puis non plus sur la conviction, puisqu'il n'y a absolument aucune visibilité pour mettre en place des scénarios de moyen long terme, avec des scénarios suffisamment probables, en tout cas, pour envisager de commencer à investir ou à additionner sur des positions existantes. Donc, c'est comme je vous le disais la semaine dernière, le marché, il bouge soit sur la contrainte, soit sur la conviction. Et pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, c'est normal qu'il ne bouge pas. Et c'est assez compliqué parce que sur quelques jours, à partir de contrats futurs, vous ne pouvez pas établir des scénarios avec une bonne probabilité de réussite. Sur les options, avec une volatilité implicite à 11, échéance mars sur le DAX, vous n'avez pas non plus des scénarios qui présentent un gros intérêt économique. C'est-à-dire que la vente d'options ne rapporte pas assez, en plus qu'elle est relativement risquée, parce qu'on est tout en haut, dans une zone relativement incertaine. On a essayé de sortir par le haut, mais on sait on peut supposer avec une bonne probabilité de ne pas se tromper qu'un relais haussier fort, il faut l'exclure. D'où viendrait-il? Un marché qui monte en se nourrissant de la contrainte des baissiers, ça ne peut pas monter très haut. Il faut de la conviction pour prendre le relais. Donc, mettre des scénarios en place avec une volatilité à 11, c'est pas beaucoup engrangé sur les ventes d'options. Se protéger, ça coûte de l'argent. Donc, à la fin, il n'y a pratiquement rien à gagner et un risque à prendre. Sur les futurs, je viens de le régler, c'est pas possible de prendre des positions en swing. Parce qu'à l'endroit où nous nous trouvons, il n'y a pas de quoi tirer encore pareil de scénarios qui puissent avoir une bonne probabilité. Donc, là, on a un contexte qui est vraiment propre à une attitude attentiste. La seule chose qu'on peut faire éventuellement, si on sait comment faire, et à mon avis, ce ne serait pas une mauvaise idée, c'est de couvrir ses positions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tout en haut, qu'on voit qu'on a du mal à monter, on pourrait très bien baisser. Parce que qu'est-ce qui pourrait déclencher maintenant quelque chose? C'est essentiellement une annonce ou une statistique qui soit, comme je vous le disais déjà les semaines précédentes, qui soit vraiment divergente avec le consensus.
Donc là, on pourrait effectivement avoir des réactions un peu rapides, pas forcément longues. Hein. Je précise toujours que les gérants restent protégés. Donc contre une baisse, on ne sait pas jusqu'à combien, mais relativement importante, ils ne vont pas bouger. Il ne faut pas envisager un relais baissier. Donc, mais une baisse ponctuelle, ça peut arriver. Et le problème, c'est quand on est des particuliers et qu'on est investi en actions, qu'on a plutôt des bonnes plus-values en ce moment parce qu'on a pris le chemin de la hausse, par exemple, je sais pas, au deuxième semestre, qu'on a tenu ses positions. C'est difficile de savoir quoi faire à l'instant T parce qu'on est sur le plus haut, donc forcément, on se pose plein de questions. Est-ce que ça peut baisser? Bah oui, ça peut baisser. Ça peut baisser, comme je disais, sur la base d'une nouvelle, et ça peut baisser vite. Donc, comment est-ce que l'on va? Parce que sur les marchés, il faut toujours se projeter à l'instant d'après, sinon on ne peut pas établir de scénario, et donc on ne peut pas prévoir de plan d'action. Donc, comment je vais me retrouver si ça baisse vite? Avec quelles questions dans la tête? Avec quelle possibilité d'agir? Est-ce que je vais agir sous la contrainte? Est-ce que j'aurais déjà prévu les choses? Si on ne veut pas se prendre la tête avec tout ça, il faut protéger ses portefeuilles comme le font les gérants. Donc, comme les options ne sont pas chères parce que justement la volatilité implicite est faible, c'est le moment de se dire, OK, je ne vais pas encaisser mes plus-values tout de suite parce qu'à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Le marché peut continuer à monter. Comme je le disais, il ne peut pas monter très fort et très longtemps en se nourrissant uniquement de la contrainte des baissiers, mais il peut continuer de monter lentement, une hausse larvée, scénario que je vous indiquais déjà il y a plusieurs semaines, 2 semaines au minimum. Donc, garder ces positions pour un cran plus haut, sans être pressé, bien sûr, c'est probablement la meilleure attitude à adopter, mais en protégeant ses portefeuilles à base de put, de manière à ce que, justement, si on a un trou d'air rapide sur une news, encore une fois, je ne pense pas qu'il y aura un relais, à moins que ce soit une news très profonde qui puisse laisser envisager qu'on aura un bouleversement à moyen terme. Mais si c'est quelque chose de très ponctuel, ben, au moins, vous avez un amortisseur, vous avez une assurance et vous êtes tranquille. Vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez garder votre position pour plus tard parce qu'on l'a bien vu jusqu'à présent. À chaque fois qu'on est descendu, on est remonté. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire à chaque fois. Et moi, je pense que tout le monde doit intégrer ça, pas penser que voilà, les arbres vont monter jusqu'au ciel, qui vont prendre leur temps, mais qui vont monter jusqu'au ciel. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Les marchés sont construit pour bouger. Je vous le rappelais la semaine dernière, c'est 2 tiers des échanges sont à base de produits dérivés chaque jour. Donc, tout peut aller très vite parce que justement, les produits dérivés amènent des contraintes d'ordre technique, des obligations de faire à partir de certains niveaux de prix. Et donc, à partir de là, tout peut aller rapidement. Pour se protéger contre ça, encore une fois, apprenez à utiliser les options. C'est facile. À base d'achat d'options, on peut protéger son portefeuille très facilement et dormir tranquille en attendant, comme dans des marchés comme cela, que le marché fasse ce qu'il a à faire sans avoir à se poser trop de questions. Alors, s'il y en a bien qui ne dorment pas tranquillement en ce moment, ce sont les dirigeants des banques allemandes, puisqu'hier, il y a une petite annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe outre-Rhin, c'est le principal prêteur allemand spécialisé dans l'immobilier commercial qui a augmenté de 100% ses provisions pour défaut de paiement, pour risque de défaut de paiement. Est-ce que ça pourrait être, cette information pourrait être le déclencheur d'un mouvement peut-être négatif pour le DAX? Franchement, je ne sais pas parce que, bon, déjà, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse financière, surtout macro. Moi, je suis vraiment dans les graphiques, donc faire des prospectives par rapport à ça, c'est pas un exercice dans lequel je suis bon. Moi, je regarde ce qui se constate. Je constate les choses dans le graphique et ensuite j'agis par rapport à des plans. Maintenant, pour répondre à votre question, ça va dépendre des implications que ça va avoir par ricochet. Est-ce que ensuite ça peut provoquer un mouvement de panique? Non, ça je pense pas. On a déjà vu le cas avec Evergrande en Chine l'année dernière. C'est un marronnier ce truc-là. Est-ce que les marchés paniquent par rapport à ça? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Mais là, pour le coup, mon avis, il compte peu. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, alors c'est tombé hier, la banque en question. Alors, je suis désolé, mon allemand est quasiment inexistant. C'est la Deutsche Pfandbriefbank qui a perdu 6% hier et qui perd 25% depuis 6 mois. Du coup, à force des choses, c'est probablement déjà intégré dans l'esprit des investisseurs outre-Rhin. Oui, et puis bon, vous m'auriez dit la Deutsche Bank, ça aurait été peut-être un peu plus sérieux, je pense. Même si vous me dites que c'est le premier prêteur, la Deutsche Bank a un gros département real estate depuis de nombreuses années. Hein. Donc, si on entend parler de la Deutsche Bank avec le même type de prévisions négatives et d'augmentation des provisions, là, on pourrait en effet se poser des questions. Mais bon, sur un secteur qui reste l'immobilier, on sait bien que l'immobilier souffre en ce moment, hein. En France, en tout cas, c'est le cas. Il va falloir des mesures assez fortes pour éviter que ça plonge plus que ça. Est-ce que ça
Est-ce qu'il y a une répercussion en Allemagne? Ça, je ne sais pas. Quelle répercussion au niveau européen? Je ne pense pas quand même. On reste quand même assez loin des marchés financiers et je ne pense pas qu'un prêteur immobilier puisse faire de gros ricochets sur tous les autres secteurs. Ça me paraît peu probable. Maintenant, tout est possible, c'est les marchés. Ok, écoutez, merci, merci Eric Seban, merci d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les jeudis, pour décortiquer la hausse larvée du DAX actuellement. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, Eric.